Le coup de projecteur qui est donné à la Corée depuis quelques années est absolument unique. Mais on souhaite que tout ça se fasse toujours sous une perspective attrayante et que les gens viennent et s'ennuient pas. On parle beaucoup de la soft power. Est-ce que c'est une empreinte qui va durer? Peut-être un peu mieux comprendre quels sont les enjeux culturels qu'il y a autour de la... Qui vont pouvoir débattre de thématiques très attendues en France sur le soft power coréen. Donc c'est vraiment un truc tout à fait exceptionnel. C'est pour moi une réunion très importante et significative entre franco-coréens. Discours nouveau, quelque chose qui soit un petit peu différent de ce qu'on peut entendre en général. Les relations aujourd'hui et demain potentielles entre la France et la Corée du Sud. Ça va être intéressant de voir un peu présenter ça de façon d'ensemble. Qu'on puisse avoir un vrai débat par rapport à la diplomatie européenne, coréenne et tout ce qui touche au soft power. J'attends une mise en valeur des relations entre la France et la Corée et ce soir le focus sur le soft power coréen. Après, derrière, développe de l'activité du business entre la Corée et la France. C'est ça, je pense, l'objectif, c'est celui-là. Très intéressé par les débats, en fait, en tant que passionné de culture pop coréenne, de ce soft power coréen. Comment en France-Corée les relations peuvent se développer, surtout dans le domaine des industries culturelles et créatives. En tout cas, je suis très intéressée par ce sujet. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et comment faire pour essayer de se connecter avec cette scène culturelle coréenne qui m'a l'air très, très active. Soirée passionnante, parce qu'on a couvert tous les aspects du patrimoine, de la création contemporaine et vraiment les liens que la Corée amène en France et comment ces échanges aussi peuvent nous nourrir. Vraiment apprécié, surtout le premier panel qu'on a trouvé très intéressant. Très intéressant de venir sur un thème identifié, venir faire se croiser des points de vue de gens dans les métiers, donc les compétences techniques sont différentes. Alors moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est le fait qu'on a parlé de l'art ancien aussi, qu'on retrouve moins dans la vague Hallyu et qui mérite d'être mis en avant aujourd'hui. Un œil nouveau sur l'existence de la Corée en France et ce côté soft power était très intéressant et donne un autre regard sur la présence de la Corée. C'était une très belle initiative, c'était intéressant, les deux tables rondes étaient riches et variées, très diversifiées sur la façon dont on abordait le sujet de la Corée. Je m'attendais à des discours, à des idées novatrices, éclairantes et inspirantes et j'étais vraiment c'était mieux que ce que je pensais. En tant qu'organisateur, on est vraiment heureux d'être au cœur finalement de ce mouvement et de cette impulsation. Et ça sera intéressant de suivre d'autres points de vue ailleurs en Europe pour les relations avec la Corée. Ouais. Il faudrait plus d'événements, d'opportunités dans ce genre-là. En plus, je trouve que l'idée globale de faire ce genre de soirée est excellente parce que justement, on s'est aperçu que, en écoutant justement les gens, que la Corée n'est pas assez connue ici en France. On rencontre beaucoup de gens intéressants qu'on n'aurait pas imaginé connaître dans un tel événement. Donc c'est à mon avis un succès parfait total. Mais on souhaite que tout ça se fasse toujours sous une perspective attrayante et que les gens viennent et s'ennuient pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au forum « Comment la Corée du Sud réinvente-t-elle le concept de soft power ?» organisé par Key. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. Je suis Minyon Yu, membre du Working Group Soft Power et Next Gen de Key, et je suis en charge de l'animation de cette soirée. 여러분 안녕하세요. 키에서 개최하는 한국의 소프트 파워 포럼에 오신 걸 환영합니다. 늦은 시간에 많은 분들이 찾아주셔서 대단히 감사합니다. 저는 키 내에서 소프트 파워 워킹 그룹과 넥스젠에서 활동 중이자 오늘 사회를 맡은 유민영이라고 합니다. 반갑습니다. Third version. Good evening, everyone, and welcome to the forum, How is South Korea Reinventing the Concept of Soft Power, organized by Key. Many thanks to all of you for taking the time at this late hour. I am still Minyon Yu, member of the Soft Power Working Group and Next Gen of Key, and I will be hosting the evening tonight. Due to organization and time constraints, and because we are in Paris,
The rest of the evening will be mostly in French. We apologize in advance to all the non-French speakers, but the Netflix avant-première will be entirely Korean, so please be patient. Vous l'aurez compris et certainement remarqué, le soft power coréen est monté en puissance de manière fulgurante ces dernières années, partout dans le monde, y compris en Europe et en France. Le soft power est aussi une des nombreuses initiatives de Key. Afin de comprendre comment la Corée du Sud réinvente le concept de soft power, notre forum se déroulera en 2 grandes parties, séparées d'une session de networking. La première se composera de 2 conférences-débats, puis la seconde de 2 épisodes en avant-première de la nouvelle série coréenne Netflix, A Killer Paradox, qui sera diffusée sur la plateforme à partir du 9 février. Donc s'il vous plaît, ne faites pas trop de spoilers à vos amis qui n'ont pas la chance d'être avec nous ici ce soir. Nous aimerions remercier nos partenaires et sponsors qui nous ont permis d'organiser ce forum dans les meilleures conditions. Netflix, Samsung, GTT, Paris Baguette et Linas du groupe SPC, le cinéma L'Arlequin, Timonet, Amore et Pacifique, Beaux-Arts et compagnie, Biologique Recherche et enfin KFTV. Nous ouvrons le forum par un mot de bienvenue par nos 2 grandes témoins, Catherine Dumas, présidente du groupe Amitié sénatoriale France-Corée, et Eva Nguyen Bin, présidente de l'Institut français. Puis d'une présentation de Key par son fondateur, Philippe Ly. Et enfin, un mot de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de 2002 à 2005. Catherine et Eva, si vous voulez bien monter sur scène, s'il vous plaît. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis ravie de commencer cette belle soirée. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, Madame la Présidente de l'Institut français, chère Eva, Monsieur le Président de Key, cher Philippe, voilà, je ne vois pas très bien, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est donc un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour introduire ce premier forum du cercle de réflexion Key, fondé par notre ami Philippe Ly. Il y a tout juste 1 an, nous avons été nombreux, déjà 1 an, cher Philippe, à être à tes côtés pour le lancement de Key, un cercle de réflexion qui permet de faire ressortir les réalités du monde, décloisonner les sujets économiques et politiques, détecter de nouveaux objectifs communs et aussi mettre en lumière de nouvelles solutions pour remplir un seul but, rapprocher un peu plus la Corée avec l'Europe, mais aussi avec la France. Quand Philippe Ly m'a parlé de l'idée de ce cercle de réflexion, il y a déjà un peu plus d'1 an, je n'ai pas hésité une seule seconde à apporter mon plein soutien, cher Philippe. En effet, connaissant depuis de nombreuses années Philippe, je peux témoigner qu'il s'engage avec énergie, efficacité, dans tous les projets qu'il entreprend. En ma qualité de présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud au Sénat français, je crois en effet très profondément que c'est par l'intermédiaire de ce type d'événement que nous pouvons renforcer les liens entre nos 2 pays. C'est aussi avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole ce soir. Toute la soirée, des experts coréens, des experts français, des acteurs économiques, institutionnels, académiques, mais aussi des artistes, viendront témoigner de la richesse du soft power coréen dont on parlait à l'instant pour toutes leurs activités. Ce forum nous permettra de voir à la fois les étapes déjà franchies en la matière en 1 an. Elles sont nombreuses, je le sais, mais aussi tout le potentiel que va offrir ce soft power pour la France et pour la Corée. Je laisserai donc le soin aux différents intervenants d'expliquer le concept de soft power et ses conséquences, bien sûr positives pour nos 2 pays. En tant que parlementaire, en tant que sénatrice de Paris, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense des Forces armées et de la Défense du Sénat, conseillère de Paris également, permettez-moi de vous dire quelques mots sur ce sujet. Bien que le soft power reste une notion abstraite pour certains, voire même peut-être obsolète pour d'autres, il est pour moi le meilleur moyen, et il sera toujours le moyen, d'expliquer au reste du monde ce que nous sommes. En effet, le soft power peut s'articuler autour du sport, de la littérature, du cinéma, de la musique ou encore de la gastronomie. Ce sont des moyens permettant de mieux connaître un pays, sa culture, son histoire, mais aussi ses valeurs. C'est pourquoi j'aime profondément ce soft power, car il permet de mieux connaître l'autre, de mieux nous connaître.
Le soft power coréen met en lumière toute la richesse de la culture coréenne. D'ailleurs, je peux témoigner que la culture coréenne est rentrée dans la vie quotidienne des Françaises et des Parisiens. Le fabuleux centre culturel coréen, situé dans le 8e arrondissement, je salue son directeur, accueille chaque mois près de 6000 visiteurs. Ce chiffre montre le véritable succès de ce lieu, reflète en quelque sorte le poids du soft power coréen à Paris mais aussi en France. Le soft power coréen peut également se traduire par un nombre impressionnant de restaurants coréens dans la capitale. Je ne les ai pas tous essayés, mais j'en connais quelques-uns qui sont très, très appréciables. Ils sont d'ailleurs très fréquentés par les Parisiens. Et puis, je parlerai aussi de la K-pop pour nos jeunes, qui a un grand succès en France. Le soft power coréen peut enfin se concrétiser par des coopérations politiques, cher Jean-Pierre Raffarin, entre aussi les collectivités locales, d'ailleurs, comme c'est possible, entre la France et la Corée, comme le protocole d'entente pour la coopération mutuelle entre le 17e arrondissement et le district de Yangcheon, auquel j'ai contribué, que nous avons signé en mars 2022, un protocole que j'ai donc encouragé, soutenu auprès du maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, et qui prospère d'une façon très, très efficace. Chers amis, pour reprendre un terme de notre Premier ministre présent à nos côtés, notre monde est plus que jamais divisé, un monde en plein vertige. Aussi, il est essentiel de préserver les liens entre les pays, de renforcer la coopération à tous les niveaux, et bien sûr, quoi de mieux que le soft power pour le réaliser. Alors ce colloque, ce soir, toute cette soirée, va nous permettre de faire le plein d'idées, de nouvelles idées qui se révéleront extrêmement utiles pour l'avenir. Et soyez certains, d'ailleurs, tous, que je m'en inspirerai pour mes prochains travaux au Sénat et pour renforcer l'amitié entre nos deux pays, l'amitié parlementaire. Je vous souhaite donc un bon forum et puis, bien sûr, vive la coopération entre la France et la Corée. Monsieur le Premier ministre, chère Madame la Présidente du groupe d'amitié, cher Philippe Ly, Mesdames et Messieurs, je suis Evan Nguyen Binh, présidente de l'Institut français. Je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la Hallyu coréenne, qui est un sujet de surprise, d'admiration, d'étonnement, de recherche. Enfin, c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Et je dois dire que c'est un cas d'étude de nation branding. Et je pense que tous les travaux qui vont avoir lieu ce soir vont apporter énormément d'éclairage très intéressant sur ce cas qui fait l'admiration de tous et de toutes, puisque la Corée du Sud, depuis les années 90, s'est réinventée en pays des ICC, des industries créatives culturelles. Moi, j'appelle ça la fabrique des ICC, qui arrive à percer même sur les marchés les plus difficiles. Et Madame la sénatrice a cité des tas de domaines comme la K-pop, le cinéma, les séries, etc., dans lesquels, vous le savez mieux que moi, la Corée est devenue quelque part maîtresse du monde, ou presque. Alors, moi, aujourd'hui, je représente l'Institut français, qui est un des bras armés du gouvernement français pour le soft power français. Donc l'Institut français, c'est une institution qui travaille pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et pour le compte du ministère de la Culture, qui travaille avec la centaine d'instituts français dans le monde, les alliances françaises, les ambassades, etc., etc. Nous avons en France une habitude de soft power, une politique de soft power extrêmement ancienne. Pour ne donner qu'un exemple, l'Institut français tel qu'il est, enfin, je veux dire, il n'a pas toujours existé dans sa forme actuelle, mais on peut dire qu'il a, en 2022, nous avons fêté son 100e anniversaire. Alors, bien que nous ayons cette histoire ancienne, eh bien, il y a toujours évidemment beaucoup à apprendre des autres, et je dois dire que nous avons certainement beaucoup à apprendre des Coréens. Pour moi, en fait, les notions qui me fascinent le plus dans la Hallyu coréenne et dans la fabrication de ces ICC, de ces industries culturelles et créatives, c'est quoi ? C'est d'abord que les projets coréens en matière culturelle et artistique se pensent à l'export dès le début, dès la conception de l'idée. La deuxième chose, c'est que les projets coréens se pensent en termes de business. Business is business. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort.
La troisième chose, c'est qu'il y a un partenariat entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés ou les institutions privées qui est aussi à l'origine de ce décollage des ICC coréennes et qui est extrêmement puissant. Je dirais qu'il y a aussi ce phénomène coréen qui est de penser les choses dans des, moi je dis ça comme ça, des chaînes de valeur complètes. Je suis toujours assez fascinée par le concept du one source multiple use. J'imagine que vous allez beaucoup en parler lors du séminaire, mais qui est de penser les choses en les déclinant autant que possible sur différents supports. Et puis il y a la façon coréenne de faire les choses. Et que les Coréens dans la salle le savent mieux que moi, et comme ils disent, il faut faire pali-pali, c'est-à-dire il faut faire vite, il faut être extrêmement réactif. Voilà, je pense que pour moi, ce sont des axes assez forts du soft power coréen, de la façon dont il s'exprime et dont il se crée. Nous, on a mis aussi au cœur de notre soft power la question du partenariat interculturel. Nous ne travaillons et en particulier à l'Institut français, jamais sans partenaire. Je pense que c'est aussi une notion que vous pouvez discuter pendant le séminaire, qui est assez intéressante. Et puis enfin, évidemment, le soft power est très lié à l'histoire des pays dont il émane. Je livre quelques questions en guise de conclusion. Le soft power coréen aujourd'hui serait-il le même s'il n'y avait pas le Han coréen, s'il n'y avait pas cet esprit de compétition aussi qui est fort en Corée? En tout cas, je suis très certaine, et moi c'est vraiment tout le sens de ma venue ici, je suis très certaine que nous avons beaucoup à apprendre des Coréens parce qu'ils déploient un soft power qui est vraiment qualitativement et quantitativement admirable. Je pense que ce séminaire est extrêmement utile pour échanger sur toutes ces notions et bien d'autres. Je vous remercie infiniment de m'y avoir invité et je souhaite plein succès à cette soirée. Merci beaucoup. Merci Eva, merci Catherine pour ces introductions qui lancent véritablement la soirée. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs, je suis Philippe Lee, le président de KI, Korea Europa New. Pour lancer la soirée, je voulais vous dire ce qu'était KI, c'est quoi et à quoi ça sert. Comme l'a expliqué Madame Dumas il y a un instant, c'est un think tank interactif qui traite de problématiques entre la Corée et l'Europe, des problématiques qui sont liées aux transformations du monde, au sein desquelles on peut nommer, par exemple, on peut citer la transformation digitale, le développement durable, la santé et la biotech, mais également le soft power, et je vais y venir dans un instant. Nous avons inauguré cette structure il y a un an, au Centre culturel coréen, dont je salue la présence du directeur ce soir, qui est une association à but non lucratif. Donc notre objectif n'est pas d'avoir une activité commerciale ou de quelque nature lucrative qu'elle soit, mais c'est de s'impliquer et de générer des projets et de constituer et de construire un sens commun à la Corée et l'Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, la masse critique, l'intérêt en particulier des nouvelles générations pour la Corée, constitue cette masse critique qui permet et qui va nous permettre de bâtir et de bâtir encore et davantage dans le futur en nous appuyant sur les jeunes générations. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous et pour qui d'associer les jeunes générations à toutes nos actions. Alors en termes de méthodologie, si je puis parler de méthodologie, notre objectif, et je crois que cet objectif est en quelque sorte illustré par votre participation ce soir, c'est d'unir et de faire interagir des personnes, des entités venant de tous les horizons. Que ce soit des horizons d'entreprise, de start-up, mais d'horizons culturels, d'horizons académiques, d'instituts de recherche, et évidemment des jeunes générations. Et nous avons la conviction qu'en faisant interagir toutes ces personnes et toutes ces entités, peuvent être générés de nouveaux projets, des approches novatrices. Et l'innovation, c'est aussi le contact avec la Corée et avec ce qu'elle est en train de réaliser depuis de quelques années, puisque la culture coréenne, et pour ceux qui la connaissent, je crois qu'ils sont nombreux aujourd'hui, est multimillénaire, mais le coup de projecteur qui est donné à la Corée depuis quelques années est absolument unique. De ce point de vue-là, effectivement, bien évidemment, à qui nous avons souhaité et nous souhaitons
traiter le sujet du soft power coréen, non pas uniquement parce que c'est le sujet de la Corée, parce que nous aimons la Corée, mais parce que je pense qu'il caractérise vraiment de manière éclatante les transformations du monde et l'intérêt de s'intéresser à la manière dont les choses, dont l'économie, dont les idées progressent et partant de là, comment on peut essayer de trouver de nouvelles formes de collaboration, de nouveaux axes novateurs business et de synergie entre la Corée et l'Europe. Et c'est aussi dans cette perspective que nous nous inscrivons. Je voulais, pour terminer mon propos, remercier tous les partenaires de qui nous accompagnent depuis plus d'un an. Tous les partenaires aussi qui ont œuvré pour l'organisation et l'élaboration de cette soirée. Et je voudrais donner une mention spéciale à nos amis de Netflix, grâce auxquels on va avoir une projection absolument exceptionnelle après les tables rondes, et l'instant networking qui nous permettra de nous retrouver. Un mot spécial aussi pour la plateforme KFTV, qui réalise aujourd'hui la captation de l'événement, et donc je salue le fondateur Christophe Diez, et d'autres partenaires qui nous accompagnent, évidemment, je ne pourrais pas les citer tous. Il est très important pour nous également, à qui, de pouvoir compter sur des ressources. Alors, c'est des ressources qui peuvent être des ressources en financement. Si vous êtes intéressé par les activités de qui, nous appelons des contributeurs, nous avons des besoins en financement qui doivent nous permettre on va dire, de nous développer et de trouver un essor. Et puis des ressources, évidemment, humaines, c'est-à-dire que toute personne dans cette salle qui pourrait être intéressée à contribuer à nos travaux, à élaborer de concert avec nous des projets, toutes ces personnes sont évidemment bienvenues à nous contacter dans les jours qui viennent, ou même après les tables rondes auxquelles nous pourrons assister. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction, et je voudrais appeler à la tribune le parrain de qui ? Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir. Je suis épaté. Ça fait à peine un an que qui existe, et de vous voir aussi nombreux et avoir autant de projets. Je voudrais féliciter Philippe Ly pour le travail qui, en un an, a monté cette structure pour lui permettre d'être une plateforme efficace de conseils, d'initiatives, de rapprochement, de compréhension mutuelle entre la Corée et la France. Vous parlez de l'Europe, moi je parle de la France. L'Europe n'est qu'une France élargie. Bon, donc je voudrais quand même féliciter vraiment Philippe Ly, et je vais y revenir sur l'importance de qui, et ceux qui ont les moyens, on a quand même intérêt à les aider matériellement, parce que c'est une plateforme, je vais vous l'expliquer, très stratégique. Mais je voudrais saluer Madame la Présidente de l'Institut français et de saluer son initiative et sa fonction très importante, puisqu'au fond, la culture, très souvent activité essentielle, est la plateforme majeure de notre diplomatie, et nous avons besoin de cet effort global, et l'Institut français joue ce rôle. Et puis je voudrais saluer la sénatrice, et je vais vous demander de l'applaudir, parce qu'elle vient de succéder à Rachida Dati à la tête de son groupe à la mairie de Paris. Donc non seulement elle est sénatrice, non seulement elle est présidente du groupe d'amitié, mais maintenant elle joue un rôle majeur dans notre capitale au sein du conseil municipal de Paris, en étant dans cette position de présidente, succédant au ministre de la Culture, ce qui ne peut pas être défavorable à nos relations et nos contacts pour développer cette relation importante entre la Corée et la France. Je voudrais vous dire que très souvent, quand on s'intéresse à la Corée, je m'y intéresse depuis un certain nombre d'années, grâce notamment à Philippe, et quand on en parle en France, on nous dit « Oh, franchement, il faut le savoir, souvent, pas toujours, mais souvent, ah, trop petit, trop loin, trop dangereux. » Et quand on regarde, tout ça est faux. Trop petit, c'est la même taille que nous, à peu près. Donc respectons cette taille-là. C'est au fond très important de se dire que la France et la Corée, grosso modo, on est dans des dimensions humaines très comparables.
on n'est pas tout petit comme Singapour, on n'est pas très gros comme le grand voisin de l'autre côté. Donc on a les mêmes types de préoccupations des pays à taille humaine, mais des pays qui ont un développement très important, avec un développement coréen très rapide, avec ce développement qui, aujourd'hui, fait que dans très nombreux secteurs, la Corée est leader. Ensuite, dans nos commerces et nos échanges, la France tient une place tout à fait honorable, avec des résultats tout à fait satisfaisants. Donc on est là sur une coopération qui n'a rien à voir avec une coopération avec un petit pays. C'est un grand pays, puisqu'il est grand comme la France. Grosso modo, en tout cas en termes de population, et quand on regarde les chiffres, on est tout à fait comparable. Donc cette relation-là est une relation en termes de dimension qui est assez fraternelle. On dit trop loin. Il faut voir le commerce et les échanges qu'on a avec le Japon, avec la Chine, avec un certain nombre de pays. Donc la Corée est tout à fait accessible. Bon, naturellement, il faut aimer un peu l'avion. Bon, il ne faut pas en faire trop pour économiser le CO2, mais néanmoins, on peut y arriver quand même très facilement. Et on voit que beaucoup de gens font cet échange-là, qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui sont résidents à plein temps ou partiel en Corée, et que nous avons des communautés coréennes en France et françaises en Corée qui animent cette relation. Je pense notamment à la Chambre de commerce française en Corée, qui est un animateur formidable de cette relation amicale et en fait de cette proximité. Et puis on dit aussi qu'elle peut être dangereuse, cette relation, parce qu'au nord, il y a des troubles qui sont préoccupants. Mais on peut se dire aussi que dans cette dangerosité, c'est là où on compte les amis. C'est là où on compte ceux qui peuvent venir aider, soutenir et comprendre cette situation. Il faut bien comprendre que la Corée a apporté beaucoup à notre civilisation et beaucoup à nos réflexions politiques. Nous sommes là, en Asie, où on voit des régimes très différents, une démocratie vivante, active, qui sait où elle va. Je me souviens de la dernière phrase d'Hernani de Victor Hugo, « Une force qui va et qui sait où elle va ». C'est quand même très important de bien mesurer que la Corée est aujourd'hui une force qui va, dynamique, et qui sait où elle va, avec des stratégies. Et au fond, nous avons besoin d'être avec ce pays qui fait beaucoup de choses pour le développement et qui, en même temps, a une difficulté stratégique importante avec son voisin du Nord. Et là, notre place, elle est à côté de Séoul, à côté de la Corée. Donc, au fond, on a toutes les raisons de coopérer avec la Corée pour nous, Français. La fondation que j'ai l'honneur de présider, Fondation Prospective et Innovation, qui est dirigée par Emmanuelle Pérez, ici présente, a décidé de faire de la Corée un partenaire régulier, récurrent de nos initiatives. Et vous étiez ensemble en Corée au mois de décembre et nous y serons à nouveau à la fin du mois de novembre de l'année prochaine et nous allons installer une activité récurrente pour les entreprises qui veulent mieux connaître la Corée, qui veulent mieux avoir des partenariats en Corée, s'y développer et construire, comme le disait le président de Key, des projets communs. Ce que nous appelons comme intérêt pour les uns et les autres, c'est l'usage de qui pour être un partenaire des projets, pour être quelqu'un qui aide les projets à émerger et qui peut les soutenir dans un certain nombre d'initiatives, aussi bien côté coréen que côté français. Parce que par définition, vous savez, cette double culture qui est une force considérable. Et donc, avec notre fondation, je le dis à tous ceux qui, ici, sont intéressés par des initiatives, régulièrement, nous allons organiser, notamment pour les PME, pour les ETI, pour ceux qui n'ont pas forcément d'énormes services, des contacts de manière à pouvoir, avec qui, organiser ces échanges et renforcer cette relation qui est très stratégique. Au fond, nous le voyons bien aujourd'hui, le monde est très dangereux, très nerveux, les guerres sont revenues sur tous les continents, il y a des dangers considérables. Les démocraties doivent être davantage solidaires entre elles. Et nous avons la chance d'avoir ce partenariat avec la Corée qui, en Asie, développe une démocratie vivante.
vivantes au point qu'ils sont même capables de mettre leur président en prison. Donc ce n'est pas forcément des exemples à suivre, mais enfin néanmoins, ça montre quand même qu'il y a des dynamiques et des principes qui sont, sur lesquels qu'on respecte jusqu'au bout. Et c'est, je crois, très, très important d'avoir cette vision-là d'un partenaire qui, au fond, est un partenaire pour nous, démocratie vieille quelquefois, qui connaît des lassitudes, d'avoir auprès des jeunes démocraties une énergie nouvelle, un sang neuf. Et nous avons besoin de bien montrer que ce vieux clivage de l'Ouest contre l'Est, du Nord contre le Sud, c'est pas tout à fait notre monde. Notre monde, c'est le monde de la démocratie. Et ce monde de la démocratie, il est aux États-Unis, il est en Amérique, il est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il est en Afrique, il est en Europe et il est en Asie. Et cette Asie fait partie de ce monde-là que nous voulons promouvoir et qui est le monde sur lequel nous voulons un commerce libre, une liberté de circulation et un certain nombre de possibilités de développement. Et donc, stratégiquement, la Corée devient vraiment un partenaire pour nous d'avenir essentiel de notre propre avenir. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'initiatives comme on a besoin d'initiateurs comme Philippe Ly, comme tous ceux qui sont ici, qui veulent participer à cette dynamique. Et je vous le dis très, très franchement et très, très sincèrement, je crois vraiment que dans ce monde dangereux, c'est le moment que ceux qui ont des convictions communes, qui ont des proximités communes, qui ont des cultures différentes, mais qui ont des solidarités actives, puissent se rassembler pour faire face à toute cette nervosité qui nous entoure. Et donc c'est pour ça que je crois aujourd'hui comme particulièrement stratégique de faire en sorte que l'amitié entre la Corée et la France soit renforcée. Et pour cela, à toutes et à tous ce soir, je dis merci. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je voulais juste ajouter un mot parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas mentionné les projets soft power que nous avions aujourd'hui constitués et en ligne de mire. Nous constituerons chaque année un grand événement, un grand rendez-vous soft power à Paris. Mais l'objectif c'est aussi de sortir de la France et de rayonner sur l'Europe. Nous prévoyons actuellement pour 2024 et 2025 un grand forum aussi à Berlin, avec des partenaires d'Allemagne, et un grand forum à Londres, avec des partenaires anglais. Voilà, je voulais terminer sur cette note pour vous annoncer effectivement la tenue de la première table ronde, et je passe à nouveau la parole à la maîtresse de cérémonie Mignon. Merci. Merci beaucoup pour ces belles et très longues introductions. Nous sommes très en retard sur le programme, évidemment. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'invite la tribune de la première table ronde sur scène, s'il vous plaît. Au pays de la modernité culturelle, comment la Corée renouvelle-t-elle le concept de culture en combinant art, innovation, esthétique et marketing? J'appelle sur scène Arnaud Bertrand, Fiona Bay, Jin-Woo Park, Hae-Shin Lim et les deux modérateurs, Christophe Prader, également panéliste, et Justine Laguerre, membre du Working Group Soft Power et Next Gen de Key. La lourde tâche d'introduire, et comme les précédents speakers étaient extrêmement éloquents, tant sur le fond que sur la forme, j'ai bien peu de choses à introduire, si ce n'est qu'aujourd'hui on parle de soft power, et en peu de mots, c'est un mot anglais qui définit de manière assez moderne la notion de culture, et donc peut-être d'art. Et aujourd'hui, il correspond bien à ce que l'ensemble du monde voit de la Corée ou connaît de la Corée, c'est-à-dire tout ce phénomène Hallyu dont on a parlé tout à l'heure, et qui a fait émerger la Corée de manière significative sur la scène internationale. Mais la Corée, c'est bien plus que ça. Philippe parlait d'une tradition séculaire de l'art et de la culture. C'est un pays qui s'est constitué autour de plusieurs royaumes. Ces royaumes ont fait des alliances avec des pays autour d'eux et ont structuré une sophistication culturelle dont on n'a pas forcément la compréhension en ne voyant que ce phénomène Hallyu. Donc aujourd'hui, on va essayer d'investiguer cette notion à la fois de modernité, de tradition, et voir les frictions qu'elle procure et qu'elle produit, et en fin de compte de ces frictions-là, voir ce qui rend justement ce phénomène de soft power coréen très particulier et très unique. Alors pour animer cette table ronde, c'est Justine Laguerre qui est ici présente qui va se charger de cette difficile tâche.
Et donc Justine, que je présente rapidement, Justine est spécialiste des industries créatives. Elle a travaillé dans la publicité, mais aussi dans celui du marketing. Elle a travaillé pour des marques de luxe, et donc elle a de ce fait une bonne connaissance de la notion de créativité ou de création, parce qu'elle l'a vu sous différents angles, et elle sera pour nous un guide précieux pour amener les débats. Et je l'assisterai dans cette tâche. Merci Christophe. Bonjour tout le monde. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc c'est vrai qu'on en entend parler depuis quelques années maintenant beaucoup de la culture coréenne. Néanmoins, c'est une culture qui remonte à très longtemps, qui est très ancrée dans son patrimoine culturel historique. Et c'est pour ça qu'on pensait très intéressant aujourd'hui d'avoir avec nous donc Arnaud Bertrand du Musée national des arts asiatiques Guimet. Arnaud, vous êtes conservateur donc en charge des collections Corée et Chine, c'est bien ça. Et donc voilà, nous ce soir on voulait avoir votre avis pour revenir sur ce côté patrimoine historique. Quel est le patrimoine historique coréen? Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez commencer par nous parler un petit peu du musée, s'il vous plaît? Vaste question. Et combien de temps je dispose? Très peu. Très bien. On va faire aussi éloquent que Monsieur Raffarin. Merci beaucoup de votre invitation. Tout à fait honoré d'être là parmi vous. Alors, on va commencer par la deuxième question, puis on rentrera sur le patrimoine ensuite. Donc, je représente, et c'est un grand honneur de représenter le Musée national des arts asiatiques Guimet, où je pense vous êtes tous venus, j'imagine. Je vous ai tous vus en salle Corée. 3e étage, je vous ai vu même passer la nuit là-bas, c'est magnifique. C'est un musée, donc c'est le musée des arts asiatiques, c'est le plus important musée des arts asiatiques d'Europe. Et pour parler de la Corée, c'est, outre la Corée du Sud, le seul lieu où vous avez rassemblé en un seul endroit le plus grand nombre de collections. 3000 pièces, 1500 textiles, issus d'une donation assez récente, notamment de hanbok, et 1700 œuvres d'art de très grande qualité, dont une donation de 117 peinture d'art graphique Choson par Liu Fan, qui est arrivé dans les collections dans les années 2000. Il faut savoir que le musée Guimet, à une époque où on ne parlait pas du tout de la Corée, dans les années 1890, c'était un pays très peu connu, très mal compris. En général, les collections, et c'est encore les erreurs qu'on fait aujourd'hui, sont souvent confondues entre Chine, Japon, Corée, on ne sait pas trop. Est-ce que ce céladon est plutôt chinois? Est-ce qu'il est plutôt coréen? On ne sait pas, bon, c'est plutôt asiatique. Eh bien, le musée Guimet avait, dès le moment où ils ont ouvert leurs portes, ils ont donné la chance à cette civilisation, en ouvrant toute une salle issue d'un voyage qui avait été réalisé par Charles Vara, aidé par Colin Duplessis, le premier ambassadeur en Corée, à s'être installé à Séoul. Et Charles Vara, qui est un passionné d'anthropologie, qui a beaucoup travaillé aussi au Japon, a ramené de nombreuses œuvres qui ont été étudiées. Et dans les premières années des années 1890, la Corée ouvre et Charles Vara meurt. Pour vous montrer aussi la situation dans laquelle je me retrouve. Depuis, il y a toujours eu une salle consacrée à la Corée. Donc en termes de patrimoine, je dirais que c'est un patrimoine effectivement assez mal connu. Je dirais plutôt même en France assez mal connu. Quand on dit art coréen, il est difficile de l'identifier. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris du temps à essayer d'identifier, je dirais même de sectionner ce qu'étaient en fait les arts coréens dans le temps, parce que l'art coréen, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Finalement, c'est un art extrêmement hybride. C'est un art qui est issu aussi de la steppe, vous le savez tous, notamment dans le langage coréen. Il y a beaucoup de liens avec le mongol, par exemple. C'est un art chamanique, un art lié à l'animiste, qui est très présent encore aujourd'hui dans l'art contemporain. C'est un art évidemment qui a été féru et influencé par d'autres pensées, spiritualités comme le taoïsme et le bouddhisme. Donc il a emmagasiné aussi par le confucianisme une autre forme d'art qui s'est développée jusqu'à trouver finalement sa propre voie, donc une sorte d'individualité par ce pluriel d'influences multiples. Et c'est ce qui en fait sa force. Mais en termes de patrimoine, vous avez de tout. Vous avez de l'art de la nacre, vous avez du céladon, vous avez des oxydes de fer, vous avez, je pense, des centaines et des centaines de pratiques et de réalisations de haute qualité. Je m'arrête là, je pense. Okay. Je m'auto-censure. En faute de temps, on vous laisserait bien parler, mais merci. Oui.
J'avais une deuxième question à vous poser, parce que vous avez déjà répondu à la première sans qu'on ait eu le temps de vous la poser. Quels sont les fondamentaux spécifiques à l'art coréen? Donc vous avez déjà couvert ce point. Le deuxième point dont on se posait la question, c'est la notion d'influence, parce qu'on est quand même dans un continent où on a peut-être la première puissance culturelle du monde, qui est celle de la Chine, par sa temporalité et de sa largesse de pratique. Il y a d'autres pays comme le Japon, et d'ailleurs assez paradoxalement, peut-être qu'on a toujours le sentiment que le Japon inspire la Corée, mais peut-être que la Corée aussi a beaucoup structuré la culture japonaise, la poésie, l'art du bâton, différentes choses. Comment vous pourriez donner, vous, une lecture rapide, si c'est possible, mais en tout cas, non, mais je ne dis pas ça du tout par provocation, mais synthétique, mais néanmoins précise de cette interaction de ces trois pays de la Corée avec le reste de l'Asie? Oui, c'est une bonne question. C'est souvent d'ailleurs un problème dans les cartels et dans les panneaux d'explication en général. Mais qu'est-ce qu'on définit finalement par ce qu'est la Chine ou le Japon à une certaine époque? C'est vrai que pour la Corée, si on prend le bouddhisme, effectivement, elle a hérité de cette pensée, de cette spiritualité, de cette religion qui est arrivée d'Asie centrale, puis en Chine, puis s'est installée progressivement en Corée. Donc il y a les influences en Corée, je pense. Ce que je ressens en tout cas, c'est que chaque influence n'est pas forcément liée à une civilisation autre. On ne dit pas que c'est finalement le bouddhisme chinois qui est arrivé. C'est une religion qui s'est progressivement implantée, qui d'ailleurs, à l'époque des Trois Royaumes, c'est un moment où on a commencé à mettre à l'écrit sa propre histoire. Silla, Kogoryo, Gaïa ont chacun écrit leur propre histoire à ce moment-là, pour préserver finalement leur individualité, même en recevant autre chose. Et puis ensuite, ils ont bien sûr influencé eux-mêmes un Japon, mais un Japon qui était en cours de construction, de l'époque Heian, avec l'art du thé aussi, qui est arrivé petit à petit par ce biais avec le bouddhisme, puisque c'est associé évidemment à cette pratique rituelle de méditation. Et puis, vous avez d'autres œuvres comme les céladons, qui sont très caractéristiques de la Corée et qui viennent de Chine, mais en fait la Chine du IIIe siècle, c'est une Chine qui n'est pas du tout celle qu'on imagine aujourd'hui. Donc ce sont toujours des influences régionales en fait. Et il y a toujours eu ces liens. Et d'ailleurs la grande difficulté est souvent d'imaginer par pavé de pays, mais moi quand j'enseigne en général à l'université, je leur dis la première chose à faire, c'est quitter vos frontières, parce que finalement tout est régional. Et vous aviez toujours des contacts à droite, à gauche, avec les Philippines, dont on parle peu, mais aussi avec l'Australie. Vous avez des liens avec l'Asie centrale, et toujours, tout s'influence et s'interfluence dans l'art chamanique, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, on essaye un petit peu d'essayer de retrouver les origines, mais en fait, ce sont des origines multiples. Et ça, c'est assez particulier. Alors, vous posiez la question par rapport à d'autres influences. Il y a des liens très forts entre la Corée et l'Europe, dès une époque assez ancienne, notamment avec les Pays-Bas. À partir du XVIe siècle, tout début du XVIIe siècle, ce sont les premiers à identifier du point de vue européen la Corée et à la cartographier, parce qu'il y a de nombreux naufrages. Et quand on fait naufrage en Corée, on ne quitte pas la Corée, on reste en Corée. Donc on arrive à l'île Jeju. Jeju est très connu aujourd'hui pour les stations balnéaires. Là-bas, on reste là-bas. Et donc on reste pendant 13 ans, 14 ans, 15 ans, devient interprète, et on commence à cartographier l'espace. Et il y a des liens qui se sont formés grâce aux Pays-Bas, et Manutoli, le premier français sous Louis XIII, à traduire le texte d'un Hendrik Hamel qui décrit la première fois la Corée, alors avec des dessins, je dirais, occidentaux, et qui font connaître les us et les coutumes d'une civilisation qui était totalement enfermée à cette époque. Et donc les influences vont commencer à naître de l'autre côté. Et donc les influences les plus récentes, je dirais que c'est en art contemporain. C'est que vu qu'il y a toute cette construction, création et originalité, ça commence finalement à ressurgir sur les civilisations occidentales ou asiatiques. Voilà. Merci. Du coup, je vais me tourner vers Fiona pour continuer, effectivement. La suite. Fiona, vous êtes consultante basée à Londres, donc vous avez créé votre agence de conseil dont la visée est de créer des ponts avec les institutions et les marques dans le monde et la Corée, notamment ces artistes, designers, architectes. So we are going to switch in English to talk with you, if it's okay. So we just talked with Arnaud about like the traditional and the roots of Korean culture. How does it actually translates
into today's culture, like this traditional aspect? Do we find it in the creation of today or not really? So when I was doing my book, promotion time, I have interviewed about 20 artists from fashion, music, design, also a tattooist. I wanted to deliver an inside story from the shakers and movers of Korean style, Korean culture. And one of the questions I asked is like, are you trying to express some Koreanness? Like what makes Korean culture distinctive? And I realized that for many, for most of the creators, it's a constant journey to come up with their own identity. And of course, Korean tradition is one of the factors which is heavily influencing them, especially when they are born and grew up in the Korean society. But I don't think it's something they're intentionally doing it, but as one of the influences. But what's really interesting is when you see something, let's say is a chair or it's a music, a lot of people, including Koreans, they feel like, oh, it looks like it's done by Korean, and they're mostly right. So there is something that we, although it's hard to define, a lot of people see something quite distinctively Korean. And in my mind, after doing some research, I find it unconformist approach. So I think Koreans are really trying to, like, we are very open to accept, like, absorb all the different cultural influences, whether it's French or Japanese or American or from South Africa, and that's why I come up with the title of the book, Make, Break, Remix. So very bold and brave, and we're not afraid of breaking some things and going above the norms, but constantly remixing different culture to come up with something new and original. So going back to your questions, I think some of the artists, especially in fine arts or architecture and design, many people take Korean aesthetics as one of a very strong influence because that's very distinctive and that's very original. But what makes it interesting is they know how to remix it. And I think that attitude makes a real difference. I don't know if you have any other questions, Christophe, that you want to ask Fiona. No, I mean, she already brushed some of the questions we prepared, but we were interested to know also your point of view on what do you think make Korean culture today, and I would say culture in large sense, not only Hallyu, so easily universal. I mean, people in Indonesia love Korean culture, in Russia, in the US, in Europe. You know, it seems like there is no conflict nowhere in the world, that it seems to be like a universal love. So what do you think are the ground of this kind of like strong feeling and very spontaneous feeling towards Korean culture? Great questions. I think there are two factors. So first, as I mentioned, when you look at the Korean culture, it's because it's so much remix. So you will see no matter where you come from, you will see something quite familiar somehow, but then it's exotic because there is a strong Korean influence. So I think that remix makes it very, very refreshing. Also, a lot of people have been questioning, is there some universal values that the Korean culture is trying to present? And as you mentioned, when people look at the Korean dramas, I think very often people see that there is a very strong bond between the families and the community, and it's not really like only about you, but it's about you and the people around you. And I think that might be something universal that people can react to and people can relate to. But are we trying to intentionally trying to spread that values? I'm not quite sure, but it just comes as one of the ways to make it fun and interesting and refreshing. So I think we are still in the process of something and trying to come up with something unique.
Maybe what you say, maybe think about something. In fact, what you say is Korean culture is in no ways dogmatic. Like some other culture are very fixed and with a strong rules. There is no dogma in the Korean culture, and maybe when you see a movie like Parasite, you don't know if it's a horror movie, it's a love movie, it's a funny movie, and you have all sequences, and you have this maybe, as you described, like very fluid, no partitions between. So it make it very embraceable by any kind of point of view. Yeah. Merci beaucoup, thank you. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que Fiona, vous avez mentionné par rapport à cette notion d'identité coréenne, d'identité visuelle, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les marques également. Je vais me permettre de t'adresser la parole également, Christophe. Christophe, pour te présenter, tu es CEO de BETC Design et BETC Asia. Donc ça fait bien des années maintenant que tu travailles sur la création de marques, entre autres. Et tu as une relation très forte avec la Corée, puisque ça fait 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans, que tu as commencé à travailler sur ce marché-là, avec cette culture-là. Et également, on a avec nous Hae-shin Lim, qui est en France depuis maintenant 20 ans, c'est ça ? 20 ans. Hae-shin, tu as monté ta propre agence et tu travailles également énormément sur la création de marques. C'est également ton expertise. Du coup, c'est une question que je voulais vous adresser à tous les deux ce soir pour parler donc de ces marques coréennes. Ça fait quelques années maintenant qu'on les voit émerger de plus en plus sur la scène internationale, là où il y a quelques temps, ce n'était pas le cas. Donc, comment expliquer cette émergence des marques coréennes, sur le marché à l'international, Christophe, pourquoi est-ce que maintenant, et il y a 10 ans, on n'en voyait pas autant? Honneur aux vieux, donc c'est ça, parce que 30 ans, 20 ans. Ok. Réponse peut-être simple par une citation. Alors, c'est pas un philosophe ni un artiste, c'est Lindsay Owen Jones, qui a été le CEO de L'Oréal pendant pas mal de temps et qui a été un des, je crois, des pères de la révolution de modernité que L'Oréal a embrassé depuis 3 générations de présidents. Il avait dit une chose qui m'avait marqué à l'époque, et à l'époque je travaillais en Corée, je travaillais dans le groupe Amour et Pacifique où je faisais ma coopération au marketing. Il avait dit une phrase, il avait dit: la marque de beauté ultime, c'est une formule coréenne, donc un produit coréen, une marque française et une communication américaine. Et ça m'avait marqué parce qu'en fin de compte, ça montrait en fin de compte dans quelle mesure chacun de ces composants-là construisait quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est assez visionnaire, puisqu'en fin de compte, je me rappelle l'avoir dit à Lee Hesson, qui était vice-président d'Amoré à une époque, et qui était mon client, avec qui on travaillait sur des marques comme Solwasu, Hera, Laneige. Et il m'avait dit, ça serait très étonnant, parce qu'effectivement, à l'époque de Lee Hesson et de notre collaboration, la Corée, c'était 10 ans après ce que avait dit Lindsay Owen Jones, était devenue un des pays d'innovation le plus fort dans le monde de la cosmétique, et c'est peut-être cette culture du produit et de l'innovation produit qui est peut-être qui rend ce pays extrêmement performant et innovant. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette culture d'innovation, elle vient puiser dans un patrimoine historique très fort. On le voit dans le monde de la beauté, mais dans d'autres arts aussi, ou dans d'autres secteurs d'activité comme les spiritueux ou autres. Et donc elle vient se nourrir d'un rapport fort à un patrimoine culturel, mais en même temps, elle permet de projeter la Corée dans la modernité. Et ce qui est moderne est par nature assez universel. Puisqu'en fin de compte, la technologie, elle appartient à personne, même si elle peut être née dans certains pays plutôt que dans d'autres. À la fin, une plateforme social media, qu'elle soit chinoise, américaine ou française, c'est une plateforme social media. Donc en fin de compte, c'est assez intéressant de voir que l'engagement de la Corée dans la modernité et dans l'innovation technologique a sûrement participé à rendre beaucoup de ces marques assez universelles et fortement acceptables dans le monde entier, performantes dans le monde entier. Ça, c'est bon. Je pense que c'est les points les plus importants que je pouvais dire. Il y a peut-être une deuxième notion aussi qui est importante à préciser. C'est qu'en fin de compte, dans les marques coréennes, il y a la capacité à embarquer une dimension extrêmement forte de la culture coréenne qui est la notion de friction. Enfin, c'est comme ça que je le définis avec mes mots. Donc une friction qui est à la fois sensorielle, spirituelle, c'est qu'il y a toujours des effets de friction. Et bon, on sait que la friction, c'est ce qui permet de polir les choses, on les rend brillantes, excitantes en quelque sorte. Et donc il y a cette culture de la friction. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une culture de la friction qui n'est pas du tout enclin à générer des conflits.
Donc on est toujours dans le frottement, mais jamais dans le conflit. Donc il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de choc. Il y a un ordre social qu'il faut toujours respecter, mais il y a cette culture de la friction, donc qui engage en fin de compte à créer ces effets de stimulation. Et puis peut-être dans le monde de la beauté, il y a aussi un paradigme assez fort qui a peut-être fait que les marques coréennes sont devenues extrêmement puissantes dans le monde entier. C'est que je pense qu'il y a une relation, en Corée, on le voit dans le monde des soap opéras, il y a une idéalisation extrêmement forte du rapport homme-femme. Alors, je ne veux pas faire de théorie sur le machisme ou le féminisme, mais c'est assez intéressant de se rendre compte que la force de l'homme et de la femme sont extrêmement ambivalents. C'est-à-dire que la force sociale de l'homme est largement compensée par la force domestique de la femme. Et après, on ne sait pas qui a le pouvoir, en fin de compte, en Corée. Et peut-être qu'un homme coréen passe du pouvoir de sa mère au pouvoir de sa femme, sans qu'on s'en rende compte, puisque socialement, il apparaît comme être plus puissant que celui de la femme. Et donc, cette espèce d'idéalisation de ce rapport homme-femme est assez intéressant parce qu'il crée des situations assez paradoxales et qui sont de la même manière, comme le disait Fiona tout à l'heure sur le côté décloisonné, ça crée des scénarios assez ouverts et donc assez excitants pour un homme comme pour une femme. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Notamment, la notion sur la qualité de production, c'est quelque chose d'extraordinaire en Corée du Sud. Alors, on parle de la marque, on parle d'entreprise, mais sans avoir leurs partenaires dans le manufacturing, qui travaillent très pali-pali, en manière très efficace, mais très collaborative, qui courent dans le même but. Donc, sans cet esprit d'équipe, il n'y aura nulle marque, nulle entreprise pour arriver à son objectif. Alors, donc, cette notion de collaborative, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de très parlant en Corée. Ça vient de notre histoire aussi. Alors, sans besoin d'aller jusqu'à Kaya ou le Baekje, alors jusqu'à l'ère assez moderne, le Corée c'était un pays assez petit et faible entre guillemets, parce que autour de nous il y a des très grands voisins comme Mongol, la Chine, le Japon. Jusqu'à début du siècle, on était pas mal dans la souffrance en fait. Et du coup, cette quête de survie, c'est quelque chose d'assez important en fait dans notre esprit en fait. Pour survivre, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être mieux que les autres. Donc ça explique un peu le côté compétition, mais aussi le quête vers la perfection. Alors en fait, celui-ci rencontre dans cette ère très moderne et riche, les Coréens pensent qu'aujourd'hui notre tour n'est pas encore arrivé en fait. On parle du succès de Korean Soft Power d'aujourd'hui, mais on dit que notre couloir n'est pas encore arrivé. On met les barrières très très haut, on peut aller faire encore beaucoup de choses en meilleure façon. Alors donc cet esprit qui n'a pas peur de challenge et qui vise toujours plus loin, c'est quelque chose qui apporte, qui mène les Coréens fort aujourd'hui, je trouve. Alors, on a passé 3 ans autour de pandémie, en fait. C'était une super opportunité pour les Coréens parce que tout le monde repart à zéro, le même niveau. Alors, le Coréen n'a pas d'histoire ou l'héritage très riche, dans le sens que on n'a jamais été le pays très riche au Moyen-Âge, vous voyez, et qu'en fait, on n'a pas de marque de luxe qui date de 100 ans, comme vous avez en France. Alors du coup, c'est un nouveau départ, parce que grâce à la pandémie, toutes les révolutions technologiques, innovations, etc., on a mis, tout le monde entier a mis à zéro, et ça devient une bonne opportunité pour les Coréens. Alors, bonne opportunité aussi pour éduquer leur peuple avec les nouvelles technologies, faire enchanter toutes les nouvelles innovations. Donc, en fait, on prend ça comme une opportunité. Donc, aimer de l'apprendre les nouveautés, nouvelles technologies, c'est quelque chose aussi très important qui a rendu cette Korea Soft Power aussi fort comme aujourd'hui. Alors, troisième élément, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais essayer de raconter un peu plus vite. Alors, très important, c'est qu'on a déjà mis notre barrière très haute pour répondre à une qualité supérieure. Alors, en fait, vous briefez à n'importe quelle entreprise coréenne, ils vont venir vers vous avec quelque chose qui était au-delà de vos attentes. Donc, déjà, cette quête de qualité et de perfection, c'est quelque chose de coréen.
Et maintenant, on vise les émotions. Alors, toucher des gens avec les qualités, c'est déjà fait. On sait déjà faire. On a déjà fait étonner le monde entier avec notre technologie et innovation. Maintenant, on va toucher le monde avec l'expérience, les émotions, ce que vous n'avez pas encore vécu. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de marques, pas non seulement en beauté, mais dans le lifestyle ou le fashion en général. Des gens essayent de toucher avec une expérience multisensorielle le plus possible, le plus riche possible pour approcher, pour créer un lien le plus proche possible entre les marques et les consommateurs. Merci. Alors, merci, c'était très complet, merci d'avoir pris le temps. Du coup, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu mentionnes sur cette partie expérience client, puisque c'est vrai qu'on est maintenant dans un temps où on essaye d'apporter beaucoup plus qu'une simple visite en magasin, ou alors c'est quelque chose qu'on voit énormément dans l'offre culturelle maintenant aussi. Les offres culturelles réfléchissent à comment être un petit peu plus interactive, un petit peu plus immersive. Et c'est vrai qu'on a avec nous ce soir Monsieur Park Ji-woo, qui est à la tête de T-Money. Donc T-Money, c'est une entreprise coréenne spécialisée dans le paiement mobile et les nouvelles technologies. Mais également, vous vous occupez de la partie de l'exploitation, si l'on peut dire, du développement du Théâtre des Lumières en Corée, en Asie. La première question que je voudrais vous adresser ce soir, pourquoi avoir voulu faire venir le Théâtre des Lumières en Corée? En fait, d'abord, je voudrais présenter un petit peu à mon entreprise. T-Money est une entreprise informatique en Corée. On travaille en Corée. En fait, la mission de T-Money est transformer digitalement la vie quotidienne. Le premier projet, ce qu'on a fait, on a fabriqué le logiciel de la carte de transportation en mobile depuis 2007. Maintenant, il y a à peu près 3,5 millions d'utilisateurs. Ils utilisent ce service tous les jours. Et puis, il y a 5 ans, on a monté, on a lancé 12e projet. Ça, c'est le projet de la culture avec IT. C'est monter le muséum digital avec le culture espace. Ouais. En fait, il y a, c'était à peu près 2014 ou 2015, c'était comme ça. Par hasard, je suis allé à Avignon. Et puis j'ai entendu qu'il y a un muséum qui n'ont pas de peintre. Ouais. Il s'appelait, c'était la Carrière de Lumière. Donc à ce moment-là, je suis allé là-bas. Comme moi, ma spécialité c'est MBA en informatique, donc je connais pas vraiment de l'art ou des choses culturelles, mais je connaissais pas à ce moment-là. Mais maintenant aussi, je connais pas si bien. Mais à ce moment-là, j'avais l'expérience que à ce moment-là, ça m'étonnait beaucoup. C'est-à-dire, quand j'ai approché la porte de la Carrière de Lumière, d'abord j'ai entendu des musiques qui est habitué. Donc à ce moment-là, j'avais beaucoup de curiosité. Qu'est-ce qu'il est dedans? Et puis j'ai fait ouvrir la porte. Et puis dans le crotte, sur mur et au sol,
il y avait toutes les images de peintres. Il me semble qu'à ce moment-là, j'étais immersif. Je me sentais le sentiment d'immersif à ce moment-là, peut-être. Je pensais que ça c'est nécessaire pour notre pays aussi. Donc, à ce moment, je voulais, si je vais monter la même site en Corée, et puis si je fabrique le contenu digital avec des arts coréens ou des choses culturelles coréennes, et puis on pourrait échanger entre la Corée et la France ou avec d'autres pays. Mais ce serait génial à ce moment-là. Comme ça, j'ai pensé, et puis le lendemain, je suis allé chez Culture Espace, et puis j'ai rencontré M. Monnier, et puis je lui ai dit ma réflexion, et puis après, on a continué à travailler ensemble, et puis maintenant, lui, M. Monnier, il a 3 sites en France. Paris et Bordeaux et les Hauts-de-France. Et puis pour le pays occidentaux, de Belgique, l'Allemand, à New York aussi. Donc il gère maintenant 8 sites digitales. Moi maintenant, je fais 12 sites en Corée, à Seoul et à Île de Jeju. Et puis pour cette année, je vais c'est-à-dire encore un site en Corée. Et puis on a un plan de monter le site au Japon aussi. Donc comme ça, on pourrait avoir des réseaux entre nous avec le contenu digital. On peut échanger des arts ou des culture de chacun. C'est ça l'histoire. Ouais. Merci. Et du coup, vous le mentionnez un petit peu plus tôt, vous avez également travaillé sur le développement de contenu. C'est NCT Dream, je crois, que vous avez créé. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir NCT Dream en France, ou il est encore trop tôt pour le dire? En fait, hier, on a discuté avec le NCT le contenu digital pour se présenter à Paris et à New York aussi. Donc, on pourrait voir ici dans une année. Et pour la salle, donc NCT, c'est un groupe de K-pop qui marche très bien en Corée. Et donc Timonet a travaillé sur la création d'un contenu immersif à Seoul. C'était à Seoul, oui, Seoul. Et donc voilà, on verra s'ils arrivent jusqu'à chez nous, à Paris, avec plaisir. Pour rebondir rapidement sur cette expérience muséale, c'est vrai qu'elle est très interactive, très immersive. 2026, c'est à noter, ce sera l'année de la Corée. Donc une programmation culturelle en France, certainement à Paris, qui sera très très chargée pour la Corée. Le musée Guimet également, vous avez prévu de faire des choses. Est-ce que vous réfléchissez à mettre en place des supports pédagogiques ou des activités plus immersives en lien avec la Corée, notamment la Hallyu, la culture plus populaire, ou c'est quelque chose sur laquelle vous réfléchissez ou pas encore? Pas vraiment. Merci pour cette question. Effectivement, l'année 2026 sera une année importante. Elle sera une année fléchée Corée, complètement, comme elle a été Chine pour cette année. Donc, je suis co-commissaire de 2 expositions à l'automne. L'année Corée sera très importante. Alors, pour vous répondre sur cette question, l'aspect immersif, il est essentiel dans les musées. On le sait tous. J'ai passé 13 jours en Chine à voir comment ça marchait. On a énormément de choses à apprendre de façon en général en Asie. Mais il faut que ce soit toujours en lien avec les œuvres
qu'on a. Je pense que c'est toujours le risque alors effectivement, il faut que le musée soit un espace pédagogique, un espace de jeu aussi, d'amusement, mais ça va être aussi un espace d'apprentissage. Et quand on n'a pas de connaissances du tout en histoire de la Corée à l'école, je pense en France, quand on rentre dans le musée, il faut qu'on ait tout ça. Il faut qu'on ait à la fois la chronologie, les cartes, il faut qu'on ait des données extrêmement simples pour pouvoir placer en fait les grands événements en lien avec les événements qui se passent en France ou ailleurs. Et l'aspect immersif, j'y pense totalement, bien sûr, parce que c'est un de mes je dirais de chemin de croix. On a 3 grandes salles et la salle centrale, on réfléchit. Vous savez, dans un musée, on réfléchit beaucoup. D'avoir un espace dédié comme une forme de boîte, une boîte dans laquelle on rentrerait et où on pourrait avoir une histoire de la Corée représentée par des films ou des documentaires ou voilà, plus d'immersion. Mais il y a énormément de travail à faire aussi en termes d'apprentissage de la vie quotidienne. Et c'est là, je pense, où les musées est extrêmement essentiel. On a des peintures qui représentent les fêtes, les jeux. Tout le monde adore la cuisine coréenne. On a largement de quoi l'illustrer. On a aussi des illustrations de torture coréenne. Alors, on essaiera de rester très immersif aussi. Mais on a beaucoup de travail à faire sur l'écriture. Par exemple, le Hangul. À quel moment c'est arrivé? Pourquoi pas une immersion dans la ville de Séoul à une certaine époque. Les photographies, on en parle assez peu au musée Guimet, nous en avons 500 000. Donc il y a un large fond à exploiter pour le mettre en avant, pour représenter la Corée du 19e siècle. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours que ce soit toujours en lien avec les œuvres. Parce que sinon, on a l'impression que ça devient finalement qu'un centre, je dirais, d'éducation, mais il y a aussi une histoire de constitution des collections. Et donc, il faut arriver à lier les deux. Et ça, c'est assez complexe, d'autant plus qu'on n'a pas parlé d'art contemporain, mais c'est ce qui fait venir aussi beaucoup de gens. Et en même temps, quand on s'intéresse à l'art contemporain coréen, il y a toujours des liens avec le 18e, 17e, 16e siècle qu'on n'imagine pas, qu'on ne suspecte pas, de même que dans les séries. Il y a toujours moi, je suis un très grand amateur de Kingdom, par exemple. Bon, bah voilà, on découvre du coup toute la culture de Choson de la même époque, de la même manière. Et ensuite, pourquoi ne pas aller au musée? Donc, la question, c'est la démarche. C'est qu'est-ce qui fait que on va au musée pour regarder des œuvres et pour essayer finalement d'apprendre plus sur la Corée. Et ça, c'est un défi très complexe. Et je pense qu'il y aura besoin de beaucoup de réflexion et de pourquoi pas de reconstitution visuelle aussi ou architecturale. Merci. Donc l'heure tourne. Je vais vous adresser une dernière question ouverte. So it's going to be the last question. Selon vous, selon vos expertises, selon tout ce dont on vient d'échanger, qu'est-ce qui fait que la culture coréenne est différente? Qu'est-ce qu'elle a de différent de ces cultures dont on parle tout le temps, partout aujourd'hui? So the question is, according to you, what makes Korean culture so different from the others? Is there something special making it so, I don't know, so special? Yeah. That's a very big question. Yeah. What makes it special? I think competition and speed, as you have noticed, has been driving the energy and the dynamic spirit of Korean artists. And I remember when I was growing up, so I was born and grew up in Korea, and I was taught to hate Japan because of the history. But yeah, and as a small country squeezed between Japan and China and heavily influenced by the U.S. after the war, I think we always had an insecurity, always looking for external recognition. But when I see the younger artists, they don't have that much baggage, and they are much more confident. And going back to that two things, the competition and speed, we have been really well trained to churn out creative contents for very hardworking people, and because it was so competitive and it's a small country, to survive we had to really always very diligent, and the hardworking ethics goes back to Confucianism culture, which is still very strong in Korean culture. So the mix of these things train us to be very, very good at churning out new contents. And some people ask okay, so you are good at
absorbing different culture, but are you just copying? And I realized that what makes it different is that hard work ethics. So all these creators that I interviewed in the book, they work so hard. Even though they're getting the influence from different cultures, it's not just copying. They spend weeks and months to make sure that what they come up with, what they remixed, is something which never existed. And I think that makes it original and refreshing, and that's why people in different countries recognize it and they find it fun. So I think that spirit, like, and always, as I mentioned earlier, they're open-minded, that we're not afraid to take different influences, but work so hard to make sure that it's something new. I think that's where the special power of the charm of the Korean culture is. Completely agree to you. Je suis toujours d'accord des avis de mes voisins parce que c'est très très pertinent aussi. Alors en fait, je trouve que c'est parce que quelque chose que vous n'avez jamais vu et que c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Donc c'est en culture, c'est en soft power qui est surprenant. Comment on va surprendre au vaste public par ses qualités, par son prix raisonnable, par son émotion, par son truc qu'on n'a jamais vu justement. Donc c'est ça, je trouve que c'est une force de Korean Soft Power qui est basée sur haut niveau de qualité et que limite, on dirait que de temps en temps, les Coréens, quand je vois mes collègues coréens, ils sont jamais contents de ce qu'ils font. Ils sont déjà là, mais ils vont aller encore plus haut. C'est ça, en fait, qui nous rend étonnantes, je trouve. C'est ça aussi, cet esprit est base de puissance de Korean Soft Power, j'aimerais envie de le dire. C'est une question difficile. Hein. It's like a big question, as you say. Si je réduis à une seule chose, je pense que ce qui fait la singularité de la culture coréenne, c'est qu'elle est extrêmement centrée sur l'énergie des gens. Elle est très humaine. Moi, c'est ce qui m'a le plus touché quand je suis arrivé en Corée pour la première fois. Et en fait, je dirais que c'est ce qui fait la singularité de la culture coréenne, c'est qu'elle se construit sur des paradoxes. Elle réconcilie des choses qui sont opposées. C'est-à-dire que c'est un pays où l'énergie individuelle est extrêmement importante et en même temps, il y a un très grand respect et une très grande importance, considération de l'énergie collective. Et ça crée une tension. Comment un pays peut être aussi bien centré autour de gens qui ont tellement envie d'exister individuellement et qui en même temps participent à un effort collectif. C'est un pays qui est extrêmement sensoriel et physique et en même temps très spirituel. Et c'est toujours, en fin de compte, la friction des deux qui est intéressante. C'est jamais que spirituel ou que physique. Voilà. Et donc, il y a toute une série de paradoxes comme ça qui font que la Corée est extrêmement singulière et qu'elle vous prend à la fois physiquement et spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, intellectuellement. Et moi, je sais pas que c'est quelque chose qui est extrêmement singulier et qu'on retrouve dans ces manifestations culturelles. On parlait du cinéma tout à l'heure ou de la musique. Si on voit la K-pop, c'est pas juste sexy, c'est fun, c'est amusant, il y a de l'humour, il y a du second degré, il y a de la dérision. Donc c'est toujours des histoires de paradoxes. C'est comme ça que je... Et du coup, le mot de la fin, oui. Pardon. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là si vous préférez. Non, en fait, c'est un peu difficile à parler parce que je suis coréen, donc je parle de... pour moi, c'est ça. En fait, je n'ai jamais pensé à cette question, mais ce que je voudrais vous dire, comment je travaille ou comment je travaille, hein, c'est ça. En fait, moi, avec mon collègue, nous faisons ce qui n'est pas existé, c'est-à-dire ce qui n'est pas existé. C'est plutôt on aime à créer quelque chose. Comme ça, on a créé d'autres services avec IT, oui. Et puis le Muséum de Digital Immersive aussi. On pense que
on pourrait, on pourrait avoir une nouvelle manière d'apprécier des arts ou des choses culturelles. Avec ça, avec cette idée, avec cette réflexion, on travaille. On peut le dire, ça c'est le Korean soft power ou pas, je sais pas. Mais c'est ça. Merci. Ça marche. On va s'arrêter là. On pourrait en parler pendant des heures, mais on est limité par le temps, désolé. J'espère que ça vous a autant intéressé que nous, et la soirée continue. Du coup, merci. 내 인생에 반격 같은 건 선택지 없었다. 그런데 그날은 왜? 야, 여기 근처에서 살인사건 났다며. 여기 어제 일했던 사람 있잖아요. 이름이 이탕이에요? 살면서 죽이고 싶은 사람 생기는 마음 저 그거 정말로 잘 이해합니다. 농담이에요? 제가 죽였습니다. 죽이고 보니 죽어 마땅한 인간들이었다. 김 씨의 신원이 강원도 연쇄 살인 사건의 용의자인 여모 씨로 밝혀지면서 사람을 둘이나 죽였는데 증거가 없다. 제가 잘못했습니다! 제가 잘못했습니다! 너가 느낌이 가는 대로 하면 돼. 그냥 살인마 아니냐? 너는 달라. 확신 있어? 너는 분명히 잡힌다. 답이 없다고 해도 이게 내 선택이다. Ah non mais top, alors honnêtement j'ai trouvé que ça démarrait un peu trop lentement à mon goût, c'est toujours camper les personnages, les situations, un contexte, un décor et tout ça, et puis ensuite ça va assez vite quoi, voilà, c'est ça qui est pas mal. Et honnêtement, je peux le dire, je l'ai dit à Philippe, je me suis désabonné de Netflix genre il y a 6 mois et tout, je l'avais fait pour le Bureau des légendes il y a quelques années machin, puis j'ai fait du up and down, j'ai décroché, je me suis rabonné. Bah là je suis obligée de me rabonner parce que je veux voir la suite quoi. Ah ouais, non c'était top. Écoute, moi j'ai adoré, vraiment j'ai trouvé ça exceptionnel, très coréen. Alors ce que je disais tout à l'heure en discutant avec Aude et Jun, c'est que c'est un scénario ficelé très on est dans l'humour noir coréen, vraiment l'absurde, le burlesque, mais c'est tellement gros que ça passe. Donc vraiment, les deux épisodes m'ont donné envie de voir la suite. Pour le coup, c'est bien réussi. Pas de spoil, mais c'était top. On attendait vraiment. Enfin, moi, j'avais hâte de voir Chae-ho-sik dans ce rôle. Voilà, parce que j'aime bien aussi ses rôles un peu dark, pas que ses rôles de rom-com, donc c'était super. J'avais vu le teaser déjà, mais franchement, de voir le premier épisode. On est plutôt contente, enfin moi je suis plutôt contente. J'avais pas du tout vu le teaser, c'était assez surprenant pareil de voir Chae-ho-sik dans un rôle pareil, mais on a adoré et je pense que tout le monde va adorer aussi.